Et bah là, je propose de commencer avec ta chronique. Jonathan, tu viens de parler de quoi? De Prince. Ah, Petite chronique hommage à Voilà, Prince. parce qu'on Voilà. on avait passé un petit titre de Prince le jour le jour J. le jour J, mais il nous manquait quelque chose d'un petit peu étoffé, Voilà. quelque chose de. Du coup, je m'étais dit que c'était l'occasion de rendre hommage un peu à Prince. Eh ben Eh ben, carrément. c'est tout à fait une Ok. bonne idée. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce début d'année est quand même assez minable musicalement parlant. Je pensais pas un jour devoir rendre hommage à David Bowie, qu'on a salué dans Pop en Stock France, et à Prince suite à leur mort, et surtout pas en si peu de temps, quoi. Même pas 6 mois. C'est clair. Donc si on ajoute à ça en fait la disparition de George Martin, le producteur des Beatles, de Merle Haggard, et qu'on voit qu'en parallèle Maître Gims est toujours en vie, ça fait encore plus mal, quoi. et en fait, franchement, il faut que je le précise quand même, c'est que je sais pas qui c'est Maître Gims. J'ai cherché sur Google Ouais. un type qui se prend pour un musicien, j'ai trouvé lui. Alors, je sais pas qui c'est. Non, mais moi non plus, je le Mais connais pas visiblement, il est pas personnellement. décédé. Maître donc ça fait Gims, chier. c'est Non, pas il- c'est lui qui chante Zappé comme jamais là. Je sais pas. Bah, c'est un espèce d'imitateur de Booba, je crois. Hein. Ouais, Voilà. Bon, peut-être. On sait pas. ça trop. nous avance pas plus. Enfin Voilà. bref. Donc comme le proclamait Prince au début de Let's Go Crazy, Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Alors autant s'y mettre. Essayer de résumer la carrière de Prince finalement en quelques mots, c'est pas forcément évident. Parce que tout comme Bowie, Prince était un artiste qui contrôlait son image à la perfection et qui avait la même capacité à se réinventer en permanence. Donc si vous voulez commencer à écouter Prince aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire, la question à se poser, c'est pas par quel album commencer, mais par quel Prince commencer, si vous. Alors, on a utilisé même pas mal d'adjectifs pour décrire Prince depuis sa mort dans les médias, mais le plus juste, je pense que ça reste quand même celui de génie. C'est pas un terme que j'emploie à la légère. Beaucoup de musiciens ont une période de grâce absolue, enchaînant des albums tous plus géniaux les uns que les autres. Certains se contentent d'une ou deux bonnes années de suite. Prince, quant à lui, a eu une décennie complète durant laquelle il est sorti de nulle part, a mangé la concurrence, transformé le monde de la musique et a réussi au passage à influencer et marquer des artistes en place depuis les années 60 et 70. Et dans une décennie aussi bruyante et inutile que les années 80, mine de rien, c'est quand même quelque chose. Donc dès son début de carrière, personne ne sait vraiment quoi penser de ce gamin sorti de Minneapolis, qui est quand même la ville la plus improbable du monde d'un point de vue musical à l'époque. Il est exubérant au possible, enregistre tout seul son premier album en 78, qu'il écrit, compose et sur lequel il joue la totalité des instruments. Vole même la vedette à Rick James, dont il assurait la première partie à l'époque en 1980, en montant sur scène en sous-vêtements féminins. Je crois qu'il était en porte-jartel, en petite culotte. Donc, excellent. on retrouve l'espèce d'ambiguïté sexuelle de Bowie et de Mick Jagger au début. Et Prince aimait donc attirer l'attention, mais ce besoin, ce désir finalement d'être sous les projecteurs était aussi contrôlé d'une main de maître jusque dans les plus petits détails. Et si on peut le comparer à Bowie dans cette ambiguïté sexuelle et cette mise en scène constante de ses moindres faits et gestes, Prince se frotte surtout à un autre artiste très en vue à l'époque, à savoir Michael Jackson. Mais alors que Jackson était encore pour beaucoup la star des Jackson 5, avec laquelle des millions d'Américains avaient grandi, Prince est tout de suite plus agressif, plus sexuel et visiblement déterminé à vraiment détrôner le roi de la pop de son trône. Et rien que durant les années 80, d'ailleurs, il sort plus d'une dizaine d'albums, dont les célèbres 1999 et Purple Rain, pour lesquels il réussit la transition au cinéma, pas facile pour un musicien, et qui lui vaut un Oscar. Et ouais, joli. Et qui vont même pousser Miles Davis à avoir en Prince un croisement entre Jimi Hendrix, James Brown et Marvin Gaye. Hein. Rien que ça. Et pourquoi ce croisement alors ? Parce que justement, Prince connaissait parfaitement le monde de la musique. Il avait absorbé et digéré toutes ses influences musicales, allant du blues à la funk, au rock pur et dur, au jazz, au gospel, au hip-hop. Et il mettait tout ça en fait, au service d'une production musicale répondant aux attentes et finalement aux normes musicales des années 80. Du coup, vous avez évidemment du synthé, un usage intensif des boîtes à rythme, et tout ça sonne vraiment comme quelque chose de propre à cette décennie-là. Prince se servait de ces outils, d'ailleurs, comme personne d'autre. Il y a énormément de musiciens qui ont tenté de camoufler le fait qu'ils étaient... qui continuaient en fait à travailler de manière très traditionnelle et très classique, ils n'arrivaient pas à tourner la page, et qui maquillaient ça avec des boîtes à rythme et du synthé, mais c'était visible, ça s'entendait très bien, quoi. C'était pas le cas de Prince, qui lui s'en servait comme personne. La preuve d'ailleurs, après son arrivée sur la scène musicale, vous avez des rockers purs et durs, comme Tom Petty par exemple, qui se mettent à expérimenter avec de nouvelles sonorités. Dans le cas de Petty, ça s'est concrétisé par une collaboration avec Dave Stewart et Eurythmics, sur une chanson géniale appelée Don't Come Around Here No More. Si vous la connaissez pas, je vous encourage à écouter ça, c'est vraiment pas mal.
Prince donc était capable de jouer aussi avec ses influences musicales et de passer sans problème d'un genre à l'autre. Et c'est notamment sur scène qu'il s'exprimait avec le plus de liberté. Parce qu'en studio, c'était un compositeur très minutieux, mais sur scène, il expérimentait chaque soir avec de nouvelles chansons, de nouveaux arrangements qui n'étaient pas présents pendant les répétitions. C'était une question vraiment de survie pour lui. Quoi. Ouais, c'est une question de survie pour lui. Il avait dit pendant la tournée de Purple Rain, quoi, le fait de jouer toutes les mêmes chansons tous les soirs, il est parti en dépression nerveuse. Quoi. Ça a failli le tuer. Et du coup, la répétition, vraiment, ça lui faisait chier plus que tout. Et il fallait donc que chaque performance soit différente et unique. Et c'est particulièrement sur scène qu'il montrait ses talents d'instrumentaliste, ce qui n'était pas toujours très audible forcément au premier coup d'œil en studio. Et j'ai d'ailleurs entendu pas mal de gens s'étonner depuis une dizaine de jours du fait que Prince est considéré comme un guitariste incroyable. Ouais. Et c'est pas pour rien finalement que Miles Davis le comparait à Hendrix. On pourrait en parler, c'est un technicien juste incroyable avec une guitare. Et je veux dire, il y a des grands techniciens, mais il y a des mecs qui n'ont pas le petit truc en plus, quoi, le fil qui fait que tu peux passer de la technique. Absolu, ouais. Et, voilà. Et pour ça, franchement, je vous encourage à jeter un œil sur YouTube à ce qu'il a fait sur While My Guitar Gently Weeps pendant l'intronisation de George Harrison dans le Rock and Roll Hall of Fame, et vous comprendrez de quoi je parle. Quoi. C'est juste monstrueux, surtout quand on sait que c'est un solo de guitare joué par Eric Clapton à la base. Ce qu'il en fait, c'est incroyable. Prince donc avait énormément de qualité, mais c'était aussi un artiste assez particulier et difficile à cerner. Quand il a eu des problèmes, par exemple avec sa maison de disques, il a réagi comme toute personne censée le ferait, en changeant son nom par un symbole imprononçable. C'est la fameuse époque de l'artiste autrefois connu sous le nom de Prince, entre guillemets, c'est ça. Et qu'on a fini par nommer Love Symbol, parce que c'était plus simple, ce mélange du symbole en homme-femme, voilà, symbole d'amour universel. Carrément. Et donc il a rapidement investi Internet dès son apparition, avant de se dire que finalement Internet c'était condamné à disparaître. Il a retiré la totalité de son catalogue musical. Ah ouais, putain. Je crois même pas qu'il avait un site web officiel. Au début il y avait tout sur Internet comme ça. Au début il mettait tout, c'est-à-dire comme tous les autres artistes, plus ou moins comme tous les autres musiciens, quoi. C'était assez accessible. Sur YouTube, tu trouvais les clips, machin. D'accord. Et je sais même pas si c'était avant YouTube ou pas. Enfin bref, il y avait pas mal de choses. Et maintenant il n'y a plus rien. C'est que des bootlegs, c'est que des trucs. Et il avait tout enlevé. Donc c'est assez galère. Il y a que quelques trucs qui traînent encore de Prince. Ouais, c'est vrai que c'est dur de retrouver les bons titres de Prince sur YouTube. Ouais. Et du coup, sa volonté de contrôler son image dans les moindres détails a rapidement du coup contribué au développement des rumeurs et de légendes à son sujet. Ça a créé toute une mythologie autour de Prince. Et la construction de Paisley Park, son studio dans lequel il est mort, dans les années 80, a grandement contribué à l'évolution de cette légende-là. Parce que quand il n'était pas en tournée, Prince s'enfermait dans le studio, dont chaque pièce était équipée de matériel d'enregistrement, même les toilettes, je tiens à préciser. C'est important de le préciser. Excellent. Et c'était son studio à lui, quoi, là, du coup. Il a payé cash la construction d'un studio, mais c'est un truc à hangar, quoi. Avec studio d'enregistrement musical, mais il tournait des clips, il faisait venir des danseuses, c'était chorégraphié. C'est vrai qu'il y avait ça aussi, Et sauf que ça sortait pas toujours. Ça, c'était la grande bataille avec Jackson, effectivement, sur les clips. Cette manière très aussi avec des côtés féminins, avec ils ont failli bosser avec ensemble, les couilles aussi qui sont présentes, quoi, vraiment. Ils ont failli bosser ensemble. Michael Jackson voulait bosser avec Prince sur Bad. D'accord. Ils étaient censés chanter ensemble. Putain, excellent. Et ça s'est pas fait. Non, ça s'est pas fait parce que du coup, quand Prince a entendu la chanson, les premières paroles de Michael Jackson dedans, c'était Your butt is mine, ton cul est à moi. Et ça lui a pas forcément plu. Et en plus, il trouvait la chanson mauvaise. Donc il s'est dit, je vais pas chanter ça. Et donc voilà, ça s'est pas fait. Mais Michael Jackson voulait quand même la confrontation pour savoir qui était le plus badass des deux. C'est ça. Ça me fait de la peine pour Michael Jackson, mais c'était pas forcément lui. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc pour revenir à ce qu'il faisait dans Paisley Park, il a enregistré donc chanson après chanson non-stop étant donné que tout était équipé là-bas. Il avait même expliqué en fait une fois à un journaliste, une des rares fois où il s'est vraiment livré, avoir du mal à s'exprimer par les mots. La musique, c'était vraiment tout pour lui. Il vivait dans une espèce de bulle, en fait, c'est vraiment limite un génie, limite de l'autisme quand on l'entend parler des fois, avoir du mal à s'exprimer par les mots, quoi. Il vivait dans cette bulle, entendait en permanence cette musique, il disait vous entendez pas cette musique, je l'entends en permanence, quoi. Il fallait qu'il l'empoigne et qu'il la retranscrive, qu'il la joue, c'était le seul moyen vraiment qu'il avait de s'exprimer finalement avec le monde et de communiquer avec le reste de l'humanité dans un sens, quoi. C'était vraiment très important pour lui. Excellent. Et du coup, ces musiciens pouvaient être convoqués à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour venir enregistrer un morceau. Vous avez le beeper à 3h du mat, et le batteur se lève et il va jouer parce que Prince veut enregistrer, quoi. Et il joue des morceaux dont personne ne savait s'ils sortiraient un jour.
Parce que du coup, un des autres grands fantasmes existants autour de Prince Bah et oui, il y Paisley en a Park, beaucoup là. c'est sur son coffre-fort. Le fameux coffre-fort de Paisley Park. Parce que dès la construction du studio, en fait, son ingénieur du son de l'époque a commencé à rassembler tout ce qu'il avait enregistré. Il y avait des bandes à la Warner un peu de partout en disant on va tout remettre au même endroit. Et petit à petit, Prince a alimenté lui-même le coffre. Ok. Et parce que là, il y a un truc qui est juste après. Là, il y a un double CD qui est ressorti des inédits là. de temps en Une temps, release. Ouais, voilà. Là, il y a d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez aller les écouter, les in-release de Prince et sont parce que sérieusement bien. de temps en temps, il y avait des trucs, il allait piocher lui-même dans le coffre, il sortait une compile de 2 ou 3 CD, machin, c'est quand ça lui prenait l'envie. Ah, d'accord. Mais c'était vraiment. Mais en fait, il y a énormément de choses dans ce coffre, des clips, des albums, des chansons, Putain, ok. tout ce qui quand ça lui prenait la lubie. Travail il en d'une fait un- vie, quoi, mais dédié à la musique. même plus que ça, quoi, parce qu'il l'a alimenté petit à petit. Et étant donné qu'il enregistrait en permanence, tout ce qui ne pouvait pas sortir finissait dans le coffre. Ok. Il tournait des clips, ça finissait dans le coffre. Et j'ai lu un article l'autre jour d'ailleurs qui m'a bien fait rire, puisqu'il y avait un journaliste qui disait qu'il y aurait peut-être bientôt un album inédit posthume de Prince, basé sur ces inédits. Et ça m'a fait marrer parce que d'après ses musiciens et ses proches, il y a de quoi faire bien plus qu'un seul album. Certains estimaient qu'il y avait entre 700 et 800 titres au milieu des années 80. Putain de merde, le mec. Ça, si tu fais de la musique tout le temps. Voilà, et entre 2000 et 3000 titres au milieu des années 90. On est en 2016. Et aux dernières nouvelles, il y aurait de quoi sortir en gros un album inédit de Prince par an pendant les 100 prochaines années. Quoi. Parce qu'il faisait ça du matin au soir quand il n'était pas en tournée, quand il gérait pas son business. D'un autre côté, il a choisi de sortir les trucs parce que c'était dans le temps ou parce que c'était meilleur ? C'est ça qu'il faut se demander, quoi. On sait pas. Parce que si c'est parce que c'était dans le temps, son ingénieur du son en fait disait que il y en a des trop bons qui vont venir, qui étaient peut-être même en avance sur leur temps. Ouais, peut-être, mais il y avait aussi le côté qu'il misait sur le très long terme, quoi. Il voulait limite c'est une time capsule, c'est ces machins que t'enterres dans le sol et que 200 ans plus tard tu les découvres et tu te dis qu'est-ce que c'est, quoi. Il y avait aussi un peu de ça, et parce que son ingénieur du son disait qu'il y avait une des chansons. Une des plus belles chansons de Prince, visiblement pour elle, c'était sa préférée de sa discographie, et qu'il avait enfermée dans ce coffre. De temps en temps, quand il faisait un album, il la ressortait pour compléter le listing, et au final, il l'a enlevée. Et elle était toujours déçue parce qu'elle disait mais cette chanson est magnifique, elle sortira jamais, limite du niveau de Purple Rain, quoi, et ça reste dans le coffre. Non, on sait pas vraiment ce qu'elle a là-dedans, mais il y en a des milliers et des milliers, quoi. Oh là là, c'est du rêve ce que tu me dis là. Ce coffre-là, il doit être énorme ce coffre-là. Visiblement, ils l'ont ouvert il y a quelques jours pour savoir ce qu'il y a dedans, s'il n'y a pas un testament ou quelque chose. Donc on en saura plus. Parce que là, il est mort un peu d'un coup. Là, il est mort de quoi déjà ? On sait pas. On sait pas, là. Il n'y a pas d'infos sur, véritablement sur sa mort. Probablement une overdose d'opiacés ou de quelque chose par rapport à... Ah, il était bien là-dedans ? Il était malade depuis plusieurs semaines de la grippe. Apparemment, on lui avait filé des médocs. Est-ce qu'il en a trop pris ? Ah ouais, non, donc c'est pas quelque chose à long terme, il n'y avait pas de cancer, il n'y a pas eu de... pas comme Bowie où c'était un cancer caché, non, il allait bien, enfin à part cette grippe qui traînait. Putain. Enfin, au final... On s'appelle Prince, on a un coffre et un studio et on meurt de la grippe. Voilà, c'est con. C'est con. Donc au final, ce qui nous reste de Prince, c'est une œuvre musicale unique ayant réussi l'exploit de lier tous les genres de la musique populaire du siècle dernier. Tout à fait. Et comme il l'avait si bien dit, en fait, la vie n'est qu'une fête et les fêtes ne sont pas faites pour durer. Donc aussi triste que soit sa mort, finalement on se fout pas mal de savoir ce qu'il a causé. Parce que Prince est mort en roi et on peut s'estimer quand même heureux qu'il ait vécu. Mais c'est carrément... oui, hein. Merci Jonathan. Mais je vous en prie. Merci pour cette superbe chronique qui nous a fait... Je savais pas tout ce que tu nous as dit, du coup c'était vachement intéressant. Et ça nous a fait vibrer, et puis c'est bien que Campus Grenoble soit sur... mettre à l'honneur cet artiste. Ouais, il y a besoin. Parce que vraiment, c'est un des grands artistes du XXe siècle, parmi les plus grands.